Quel jingle pour vous accueillir. Bonjour. Donc, vous allez assister à cette conférence avec deux personnalités du groupe La Poste. On va parler solutions numériques et comment le numérique peut se mettre au service du développement de la performance. Donc, je vous demande d'accueillir Camille Petot, bonjour, rebonjour, directrice générale d'AR24, et Gwenaëlle Martinet, directrice de l'offre cyber de La Poste. Et merci, je suis ravie d'être avec vous parce que regardez cette salle qui est quand même très masculine. Et j'ai l'habitude de venir au BIC chaque année et je n'ai jamais vu. Et attention, vous êtes évidemment les bienvenus, messieurs, mais je me suis dit, j'ai jamais vu autant d'hommes. Alors qu'à un moment, on était là en disant, les femmes, il faut qu'elles entreprennent, il faut qu'elles prennent des risques. Et cette année, bon, il y a beaucoup d'hommes. Donc, je suis très fière d'animer un plateau 100% féminin. Alors peut-être que, Camille, on va voir avec vous déjà tout ce que La Poste propose comme offre numérique aux entreprises, que ce soit les fiches de paye, les lettres recommandées, et expliquer aussi aujourd'hui ce qu'est AR24, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour toutes ces années que vous avez passées dans le groupe La Poste à développer ces outils également. Tout à fait. Alors, au niveau du groupe La Poste, peut-être juste pour resituer, il y a une filiale numérique. Je ne sais pas quelle est votre connaissance du groupe. On connaît souvent le groupe La Poste, on pense au bureau de poste, on pense de plus en plus aussi à la banque postale, on pense aux facteurs. Mais il y a toute une activité pour près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans le groupe La Poste sur des solutions numériques pour les entreprises ou pour les particuliers. Ici, on va beaucoup, bien sûr, s'adresser à des solutions pour les entrepreneurs. Donc, cette filiale, c'est DocaPost. Et au sein de DocaPost, il y a des business units. Et chaque business unit est spécialiste, justement, d'un savoir-faire. Ça va être la démat du bulletin de paie avec Digipost, ça va être la démat de facture avec Ceres, ça va être la démat du recommandé avec AR24. Donc AR24, c'est l'entité dont je m'occupe. AR24, c'est des lettres recommandées 100% électroniques. Ça pèse aujourd'hui, l'an dernier, on a fait environ 7 millions d'envois, comme ça, 100% électroniques. Quand on sait que les envois papier avec nos collègues, côté poste, c'est environ 150 millions. Donc voilà, on voit que la part de démat sur le recommandé progresse. Et donc voilà, le groupe La Poste, des solutions pour les entreprises avec vraiment des business units spécialisés pour avoir à chaque fois la solution au top en termes de fonctionnalité, en termes de conformité. On y reviendra, c'est très important dans le groupe La Poste. Et chez DocaPost, des solutions souveraines. Donc c'est ce qui va caractériser chacune de ces solutions. Et comment vous vous démarquez des concurrents? C'est ce que je vous demandais quand on a préparé cette table ronde. Est-ce qu'il y a des concurrents et quel est votre qu'est-ce qui fait que c'est important de faire appel à vous? Tout à fait. Alors des concurrents, on en a plein, puisque c'est aussi le groupe La Poste, c'est un groupe généraliste qui s'adresse à tous et qui propose du coup toutes ces solutions de confiance. On est, je pense, le seul en France à proposer toutes les solutions que je viens de vous citer et celles que je ne vous ai pas encore citées. Et nos concurrents, eux, sont souvent spécialisés, pure player dans un domaine. Donc, sur la démat du bulletin de paie, on a des concurrents. Sur la facture, on a des concurrents. Sur les votes électroniques, on a des concurrents. Mais ce n'est jamais les mêmes. Et ce qui nous démarque, c'est que nous, on est effectivement positionnés sur toutes ces solutions. Ce qui va nous démarquer aussi, c'est que ces solutions, c'est nous qui maîtrisons les technologies, c'est nous qui les développons. Nous sommes sur des solutions souveraines. Toutes les données vont être conservées en France. On cherche bien sûr à chaque fois le maximum de conformité. Donc ça, c'est vraiment ce qui va nous démarquer. C'est cette promesse de conformité. Un entrepreneur qui va choisir une solution portée par le groupe La Poste, il a cette promesse-là. Alors vous me disiez, un Français sur deux a un bulletin de paye dématérialisé. Ceux qui font appel à vous, c'est plutôt des grandes entreprises ou justement, quand on a des entrepreneurs avec des ETI, avec des startups, est-ce qu'on peut déjà venir vous voir ou c'est trop tôt? C'est pas du tout trop tôt. C'est effectivement souvent, dans toutes ces solutions de démat, c'est d'abord les grandes entreprises qui ont franchi le pas parce que forcément, c'est elles qui avaient les ROI les plus intéressants parce qu'elles ont des milliers, des dizaines de milliers de collaborateurs. Donc, c'est d'abord les grosses entreprises qui se sont dit « OK, on y va ». Mais maintenant, on adresse toutes les tailles d'entreprises, y compris des toutes petites entreprises parce qu'on a su adapter nos offres. Donc, on a ces briques technologiques qui sont un véritable savoir-faire qui existe depuis des fois 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ce qu'on a fait ces dernières années, à chaque fois, c'est de les packager, de les simplifier pour qu'une toute petite entreprise puisse aussi utiliser ces services. Donc, des clients comme la SNCF, des très grands groupes comme ça vont utiliser nos solutions et des toutes petites entreprises
de 5, 10, 15, 20 collaborateurs vont avoir une solution packagée pour eux pour accéder à ce niveau de service, mais adapté pour eux. Alors, vous le disiez, la force du groupe La Poste par rapport à toutes ces solutions numériques, c'est de tout regrouper dans une même entité avec des verticales différentes. Ceux qui viennent vous voir, ils peuvent venir uniquement pour mettre en place le bulletin de paye dématérialisé. Et après, s'ils veulent le reste, il faut à chaque fois avoir j'ai envie de dire, un contact différent où une même personne peut les aider justement à simplifier le parcours. Parce qu'on sait que c'est quand on est entrepreneur et qu'on commence, ou même on est une plus petite structure, le temps passé dans l'administratif, c'est du temps qu'on ne passe pas à développer son entreprise. Tout à fait. Donc effectivement, on a des entités différentes, mais pour faciliter pour les PME, on a aussi au sein d'une plateforme qui s'appelle Meleva rassemblé toutes ces solutions. Ce qui fait qu'avec un contrat Meleva, donc avec une entité, on va pouvoir faire de la démat de facture, de la démat de bulletin de paie, de la démat de recommandé. Derrière, ça sera chacune des briques des spécialistes dont je vous ai parlé. Mais pour adresser plus facilement les PME, on a rassemblé tout ça sous une plateforme. Donc les clients, ils peuvent soit se dire « je veux que faire du vote électronique et je prends la solution de vote électronique et je m'arrête là », ou « je fais que du recommandé électronique, vous venez chez moi, chez R24 », ou alors « je choisis Meleva et je vais pouvoir au fil du temps m'équiper ». Il y a des solutions dont on a besoin, le vote électronique c'est tous les 4 ans par exemple, il y en a d'autres dont on va avoir besoin tous les mois, le bulletin de paie, donc voilà, il va pouvoir s'équiper petit à petit et évoluer au sein de cet univers. Et en tout cas, nous, ce qu'on fait chez DocaPost, effectivement, et avec la Poste, c'est de faire en sorte que nos équipes collaborent et effectivement que les clients ne se perdent pas dans la complexité de notre groupe. Donc voilà, ça c'est notre promesse client. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens réticents par rapport au bulletin de paie? Est-ce que, et c'est ce qui va m'amener à donner aussi la parole à Gwenaëlle, est-ce que le problème de confiance et de cybersécurité joue dans le fait que certains n'ont pas encore franchi le cap et se disent, en fait, si je numérise mon bulletin de paie, le bulletin de paie de mes salariés, toutes les solutions numériques sont employées, c'est autant de données qui peuvent être saisies à un moment donné par des cyberattaques? Je ne pense pas que ça soit qui les freine aujourd'hui. Aujourd'hui, concrètement, je pense que l'entrepreneur, il a tout son quotidien à gérer. Et je dirais, excusez-moi, mais toutes ces merdes à gérer, parce qu'en fait, c'est quand même ça, quand on est entrepreneur, tous les jours, il y a un truc qui nous tombe dessus. Je pense qu'aujourd'hui, tout simplement, ils n'ont pas eu le temps de s'y intéresser. Et nous, ce qu'on constate, c'est que tous les clients, à partir du moment où ils commencent, ils ne repartent pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé, qu'on s'est dit, OK, maintenant, je dématérialise mes bulletins de paie, OK, maintenant, je dématérialise mes recommandés, ils ne reviennent pas en arrière. Mais effectivement, c'est plutôt le fait de... sur le moment, forcément, ça change un peu le process. On faisait autrement. La personne mais ça leur fait gagner du temps quand même. Mais ça leur fait gagner du temps. Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que vous savez à peu près combien de temps on gagne en faisant appel à des services, à ces solutions numériques? En fait, on gagne du temps de deux manières. C'est-à-dire qu'on va gagner du temps au niveau même de la solution. Vous envoyez un recommandé 100% électronique, clac, ça y est, il est parti et vous l'avez reçu. C'est immédiat. Donc, on gagne du temps aussi dans l'immédiateté de la solution. Et après, effectivement, on gagne 20-30% de temps pour les personnes qui préparent des fichiers, qui préparent les données, qui vont éventuellement aller dans un logiciel, etc. On est aussi intégré directement dans des logiciels métiers pour faire gagner du temps. Donc effectivement, c'est pour ça que tous ceux qui y vont, ils ne reviennent jamais en arrière. Ils gagnent du temps. Au-delà du temps, ils gagnent aussi un confort. Quand toutes les solutions sont numériques, ça veut dire que tout est horodaté, tout est conservé. Donc après, il n'y a pas besoin d'aller stocker dans des armoires, de se dire « mince, j'ai fait quand cet envoi, ou ça, à qui ?» Hop, je retrouve, j'ai une plateforme, j'ai un suivi. Donc en fait, le temps, il est gagné au moment de l'action, mais aussi après. Donc voilà, c'est pour ça du temps et de l'argent, bien entendu. Mais voilà, nos clients ne reviennent pas en arrière. Et je pense que vraiment aujourd'hui, ce n'est pas forcément une crainte, c'est plutôt qu'ils n'ont pas encore sauté le pas. Je ne sais pas dans la salle si vous avez sauté le pas. Qui a sauté le pas dans la salle? Ah, quand même. Quand même. En tout cas, je vous invite à le faire. Et effectivement, il y a ce premier pas où on doit un peu changer, on doit un petit peu s'organiser différemment. Et après, personne ne revient en arrière parce qu'on a tout gagné. Alors, merci. Gwenaëlle, justement, d'un point de vue cybersécurité, même si ce n'est pas le frein à l'engagement, on est quand même rassuré de savoir où vont nos données, comment vous fonctionnez, quels sont les risques, parce qu'il y en a toujours un minimum.
Et oui, c'est le revers de la médaille de la numérisation, effectivement. Il faut se poser la question des risques cyber. Et dans la tête d'un dirigeant d'entreprise, la question, c'est de mettre le risque cyber à son juste niveau. Aujourd'hui, très souvent, le risque cyber n'est pas considéré parce que très méconnu, parce que... ça n'arrive qu'aux autres. Ça n'arrive qu'aux autres, peu appréhendable, et on se pose assez peu la question. Mais il se trouve que le risque cyber, il est là. C'est pas parce qu'on ne le considère pas qu'il n'existe pas. Il existe. Et je vous invite à réfléchir un matin, quand vous arrivez au bureau, à qu'est-ce qui se passe si jamais, là, plus rien ne démarre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je ne parle pas juste de votre ordinateur, je parle de tous les ordinateurs de toute la société. Et posez-vous 5 minutes. Ça, c'est un début de démarche d'analyse de risque. Voilà. Vous commencez à vous faire prendre conscience des risques que vous avez. Et finalement, faire de la cybersécurité pour votre entreprise, c'est juste préserver votre activité. Vous avez une assurance incendie, vous avez diverses assurances. Et bien, faire de la cybersécurité, c'est protéger votre activité, ce qui est le rôle d'un dirigeant aujourd'hui. Et donc, quand vous allez vous poser pour réfléchir à tous les impacts qu'il peut y avoir, alors assez vite, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus personne qui peut travailler, que vous allez être bien embêté quand un client va téléphoner, que tout ce qui doit être livré, là, vous ne savez pas trop où ça doit partir, que tous les livreurs qui arrivent, vous ne savez pas trop ce qu'ils amènent et ce qu'il faut en faire, que les factures qui étaient urgentes, vous ne savez plus les payer, vos salariés, vous ne savez plus les payer non plus, et ce n'est pas parce que vous êtes passé à la dématérialisation, hein. Vous auriez des bulletins de papier, c'est pareil, parce que ça part quand même d'un fichier informatique à la base, et c'est ça qui est arrêté. Et donc, on se rend compte qu'il y a cette perte d'activité, cette perte financière évidente. Quand il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de capacité à rentrer de l'argent, il n'y a plus de capacité à payer ses factures. Il y a des impacts sociaux, évidemment. Il y a des impacts juridiques, parce que vous êtes responsable de vos données. Et si un attaquant est arrivé, les appliquer, vous en êtes responsable et vous devez déclarer à la CNIL que vous avez perdu des données. Vous devez déclarer à vos clients, à vos fournisseurs que vous avez perdu leurs données. Et ça peut être un peu embêtant. Il faut être capable de faire tout ça. Et puis après, il y a des impacts en termes d'atteinte à la réputation. Les grands groupes aujourd'hui assument de s'être fait attaquer. On reçoit des mails en disant voilà, notre groupe s'est fait attaquer, on a perdu vos données. Les grands groupes l'assument parce que c'est devenu un risque assumable. Chez les petites PME, c'est plus complexe aujourd'hui parce que vous avez l'impression que vous allez perdre la confiance de vos petits clients, de vos petits fournisseurs, de vos petits partenaires qui vont se dire oui, mais moi, il m'a planté là pendant 2 mois, il pouvait plus me payer parce qu'il avait un problème et donc je peux plus travailler avec lui parce qu'il est pas fiable. Donc il y a un vrai problème d'atteinte à la réputation. Donc pour toutes ces raisons-là, posez-vous la question de votre cybersécurité. Et quelle solution vous proposez? Oui. C'est ça. Et oui. Est-ce que déjà, vous savez, un peu comme par rapport au bulletin de salaire dématérialisé, quel est le pourcentage d'entreprises qui est protégée, qui a une protection cyber? Alors, je vais poser la question dans l'autre sens. Aujourd'hui, il y a 2 entreprises sur 3 qui n'ont pas atteint le niveau minimal essentiel pour faire de la cybersécurité. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, une fois que vous avez cette prise de conscience, on identifie 2 freins. Un premier frein qui est vers qui je me retourne, je ne sais pas. J'ouvre Internet, je tape cybersécurité. C'est top, hein, on est à Big, c'est génial. 165 startups en cyber en 2023. D'un point de vue innovation française, je trouve ça extraordinaire. D'un point de vue besoin client, c'est d'une complexité rare parce que ça, c'est des startups. Vous ajoutez tous les éditeurs bien installés, vous ajoutez les cabinets de conseil, les grands groupes, etc. Vous êtes face à une myriade de sociétés et vous ajoutez à ça que la cyber, c'est un sujet complexe avec du vocabulaire qui est très complexe et vous ne comprenez pas, et c'est normal, ce n'est pas votre boulot, vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière. Et donc, vous ne savez pas s'il vous faut un bastion, de l'authentification forte, un EDR, un SOC, un machin. C'est que des mots compliqués qui ne sont pas pour vous. Ce n'est pas votre problème, finalement. Vous avez un besoin fonctionnel qui est de vous sécuriser. Et donc, DocaPost, on arrive pour vous simplifier cette vie-là et pour arriver en interface unique qui vous offre toutes les solutions dont vous avez besoin sans être capable de vous rendre... ceinture noire de cybersécurité, même si on sera capable de vous aider sur ce sujet-là si vous voulez qu'on en discute plus en détail. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'aider les PME à naviguer dans cet écosystème, à aller choisir les solutions qui sont nécessaires pour leurs justes besoins, pour réussir à monter cette première marche de cybersécurité qui est absolument essentielle pour votre activité.
Donc, dans les solutions, je suppose qu'il y a plusieurs types d'offres et que vous vous adaptez à chaque besoin spécifique, c'est ça? C'est exactement ça. La cybersécurité, c'est se préparer, se protéger et savoir réagir. C'est tout ça. Et dans chacun de ces piliers-là, il y a des petits morceaux. Donc, dans se préparer, il faut comprendre techniquement comment il fait son réseau, il faut sensibiliser un peu tout le monde. Dans se protéger, il faut penser à ses données, à ses flux, à ses postes de travail, à ses serveurs, à tout ça. Dans la réaction, il faut penser au process. Qu'est-ce qui se passe si, comment on réagit s'il se passe quelque chose. Donc, face à chacune de ces questions-là, on va mettre en face une solution qu'on a choisie, qu'on a triée sur le volet, qu'on a intégrée dans une solution unique pour vous simplifier la vie, pour vous permettre de ne pas avoir à faire ce comparatif qui est extrêmement complexe. Et Gwenaëlle, vous me disiez, alors contrairement à DocaPost où tout est intégré, vous allez choisir parmi peut-être ces 160 startups qui sont présentes Exactement. à BIC, les meilleures, les tester c'est vous qui faites le tri, mais c'est pas vous qui développez ces solutions. C'est ça. C'est un choix qui a été fait aujourd'hui parce que la cybersécurité ayant une complexité très certaine, faire ce qu'on appelle un EDR, donc un antivirus de nouvelle génération, c'est d'une complexité rare. Et refaire ça alors qu'il en existe déjà sur le marché, ce serait mettre de la concurrence pas forcément nécessaire. Donc on a été comparer les solutions, on avait notre critère technique, fonctionnel, d'ergonomie, de déploiement, etc., etc. Et on a été choisir les meilleurs pour vous permettre de vous dire, OK, par rapport à votre besoin, par rapport à votre dimensionnement, par rapport à vos enjeux, on vous installe ça et c'est ça qu'il vous faut. Et on fait ça pour chacune des solutions nécessaires à la cybersécurité. Combien de temps ça prend aujourd'hui pour une entreprise de souscrire à une offre cyber de la Poste? Je suppose qu'il y a un petit audit qui est fait au préalable par rapport aux besoins. Et en combien de temps c'est mis en place? Alors aujourd'hui, on a un audit initial, alors je vais l'appeler plutôt un diagnostic, qui nous permet de comprendre votre dimensionnement, votre répartition géographique, la sensibilité des postes, comment ils sont installés, etc., qui nous permettent de savoir ce qu'il y a à faire. Et après, on déploie ça en moins d'un mois. C'est déployé sur tous les postes de travail et sur tous les serveurs, selon les solutions que vous avez choisies, selon les solutions qu'on vous a recommandées et que vous avez retenues. Et tout ça, ça se passe à distance ou en physique? Alors, à distance, c'est le principe. Ça doit être très, très simple. Donc, on fait ça plutôt à distance parce que finalement, aujourd'hui, tout est en cloud, tout est en SaaS et on arrive à faire ce déploiement à distance. Alors, on vous demandera peut-être de cliquer sur un bouton à un moment, mais c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que même les petites PME qui sont dans une zone rurale peuvent y avoir accès facilement et avoir la même rapidité de fonctionnement. Exactement, exactement. Et tout ça pour un prix très accessible parce que c'est aussi le cœur de la question. Une petite PME se dit souvent la cybersécurité, c'est pour l'élite financière qui peut se la payer. Pas du tout. On est entre 10 et 20 euros par mois et par poste. Donc, c'est le prix d'un abonnement téléphonique pour vos salariés. Donc, c'est ça qui est le juste prix de votre cybersécurité et de la protection de votre activité. Et vous disiez, c'est important de prévenir. Ce n'est pas infaillible. Imaginez, on a souscrit une offre et on a quand même une attaque. Là aussi, vous intervenez? On est capable d'accompagner les clients, effectivement. On ne les laisse pas au milieu du gué pour récupérer les données, puisqu'on a une offre de sauvegarde. Donc, on vous aide à récupérer les données qui ont été sauvegardées. Et on vous explique comment remettre en service avec des gens qui peuvent intervenir pour remettre en service s'il y a un problème. Alors, on est là, évidemment, pour parler de progrès et d'innovation. Camille, c'est quoi l'avenir, les solutions qui sont en train d'être mises en place ou celles qui vont voir le jour dans les prochains mois? Alors, nous, ce qui va animer notre roadmap, nos innovations, etc., c'est de deux ordres. On a beaucoup parlé, effectivement, de conformité. Donc déjà, il faut savoir que toutes les solutions dont on a parlé, elles vont être drivées par une évolution réglementaire, par exemple, par exemple le règlement AIDAS, le règlement européen sur la signature, le recommandé électronique, il y a une nouvelle version qui est parue, par exemple. Donc voilà, ça, c'est des choses qui vont faire évoluer nos solutions, puisque notre promesse, c'est vraiment de se dire, quand notre client prend une de nos solutions, notre promesse, c'est vous avez la garantie que la solution, elle est conforme et qu'elle restera conforme. Donc, vous prenez un recommandé électronique. S'il y a un litige, il sera opposable devant le juge. Votre facture, elle sera conforme à la réglementation fiscale, etc., etc. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose qui va driver nos roadmaps et qui va dépendre à la fois des instances européennes ou des instances françaises. Ensuite, évidemment, il y a des innovations de technologie. On parle beaucoup maintenant de l'intelligence artificielle. C'est vrai que sur toutes les offres dont on a parlé,
vous avez de la data, beaucoup de data sur les bulletins de paie, sur les factures, sur vos envois. Et donc, les innovations maintenant qu'on va voir, c'est que toutes ces offres, elles ont permis jusqu'à présent vraiment de simplifier les processus de l'entreprise. Et maintenant, on va chercher à mettre à disposition de nos clients la data, par exemple. On va pouvoir se dire, tiens, un recommande électronique, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus ouverts le jeudi que le samedi. Je dis ça complètement au hasard. Mais du coup, ça va permettre à nos clients de se dire, tiens, moi, si je veux être sûr qu'il soit ouvert rapidement, je vais avoir intérêt à l'envoyer le jeudi, par exemple. Ou alors, on va pouvoir dire à nos clients, par rapport à leurs propres données issues de leur facture ou de leur relance de facture, tel et tel de vos clients va vous payer en moyenne au bout de 10 jours, au bout de 15 jours, au bout de 14 jours, etc. Et donc, ça va permettre après, dans nos offres, de proposer des systèmes qui vont envoyer au bon moment ou d'éviter de relancer si on sait que ce client il a l'habitude de mettre 33 jours à payer. OK, on va attendre et puis on ne le relancera que s'il ne paye pas dans ce délai. Donc, c'est la data qui va nous permettre... Une solution ultra personnalisée, donc qui va s'adapter à chaque problématique. En tout cas, voilà, une exploitation de la data de chacun des clients qui va permettre d'enrichir nos solutions et d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Au-delà de la partie process métier qu'on connaît tous, c'est ces data qui vont nous permettre d'aller plus loin encore, d'être encore plus efficace et effectivement capter la data de chaque client, de chaque situation. Et ça, c'est pour quand? Alors, ça, c'est pour quand? La promesse de la roadmap. Alors, c'est toujours très compliqué. En fait, je ne saurais pas vous dire précisément, tiens, dans 3 mois, on va sortir ça, etc. En tout cas, c'est des réflexions sur lesquelles on travaille. On fait des fois des pilotes avec certains clients. On a aussi des réflexions... c'est à la fois améliorer nos propres offres de manière générique et la data pour nos clients. Nous, ce qui est très important, parce que je parle de data, il ne faudrait pas que ça soit mal compris, nous n'exploitons jamais les datas de nos clients. D'accord ? Donc ça fait partie aussi de nos promesses, de ce qui peut nous différencier de nos concurrents. On ne va pas exploiter la data de nos clients pour faire évoluer nos offres. Donc c'est plutôt comment les aider, eux, à exploiter leur data. Voilà. Donc après, le c'est pour quand, je dirais que c'est dans les 1 an, 2 ans à venir. Et puis ça va sortir peut-être d'abord sur le bulletin de paie. On peut imaginer, par exemple, un bulletin de paie, au lieu de lire tout son bulletin de paie qu'on connaît tous, là... édité souvent dans des logiciels avec les petits nuages bleus, là, on est beaucoup à recevoir ça. Et par exemple, ça peut être aussi de rendre ce bulletin de paie, on va plus aller regarder le document, mais on va aller voir tout de suite les éléments importants. Hop, la paye, le nombre de jours de congé, de manière beaucoup plus graphique. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir faire. Voilà, c'est différents exemples de réflexion qu'on a. Merci. Et qui dit intelligence artificielle dit forcément à la fois on améliore la sécurité, mais aussi on peut la fragiliser d'un autre côté. Exactement. Donc l'intelligence artificielle, c'est un nouvel outil. C'est un nouvel outil en cybersécurité, un outil pour nos attaquants et un outil pour nos défenseurs. Donc au jeu du chat et de la souris, on continue à se courir après. Donc l'intelligence artificielle en termes d'attaquants, ça permet d'accélérer les choses, ça permet de simplifier par exemple ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire le ciblage extrêmement précis d'une attaque en fonction des données qui ont été trouvées sur Internet par exemple. Donc l'intelligence artificielle peut aller trouver les données qui vous concernent, comprendre en croisant quelques données qui vous êtes et quelles sont vos passions, pour vous envoyer un email vous incitant à cliquer qui correspond pile poil à votre passion, l'escalade que vous pratiquez le dimanche ou la course à pied. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet aussi le développement d'outils, ça permet aussi la recherche automatique de vulnérabilité, etc. Donc ça améliore effectivement beaucoup les attaquants. Mais le revers de la médaille, c'est que ça améliore aussi beaucoup la capacité d'un défenseur. Aujourd'hui, on détecte beaucoup plus vite. On n'a plus besoin... Alors, on a toujours besoin d'humains pour regarder ce qui se passe, mais l'intelligence artificielle nous aide beaucoup à aller beaucoup plus vite sur tout ce qui nous noyait avant, ce qu'on appelle des faux positifs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle réussit à concentrer l'humain sur l'essentiel. Donc ça, c'est top. Et puis, c'est des moteurs qui permettent d'intégrer beaucoup plus facilement toutes les signatures, les traces d'attaquants, pour être capable de les repérer beaucoup plus vite derrière. Donc voilà, les deux continuent l'intelligence artificielle permet aux défenseurs et aux attaquants de continuer de se courir après. Et face à la cybercriminalité, il y a quand même des solutions et on peut se protéger, ça fonctionne. Et par rapport aux attaques, je suppose que c'est un peu comme quand on se fait cambrioler, on pense à revoir son assurance après, et là, pas à anticiper. Donc je suppose qu'il y a pas mal de PME qui viennent vous voir
après avoir vécu une cyberattaque. Est-ce que vous pouvez nous dire celles qui sont les plus fréquentes et les erreurs à ne pas commettre? Alors, les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle du ransomware. C'est-à-dire que vous avez un petit logiciel qui vient s'installer sur vos réseaux. Et ce petit logiciel, il va rendre tout inaccessible. Ça, pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a fait ça, il va vous demander une rançon. Alors, on peut revenir peut-être un peu en amont. C'est quoi un attaquant? Comment il s'y prend? Alors, l'attaquant, il cherche à rentrer dans vos réseaux. Il cherche à rentrer parce que vous allez aller cliquer sur un SMS, cliquer sur un mail, parce que vous avez une vulnérabilité accessible, c'est-à-dire que vous avez un site web et qu'il est mal configuré, que l'attaquant peut rentrer. Enfin voilà, il a plein de techniques pour réussir à rentrer. Et une fois qu'il est rentré, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais l'attaque, c'est comme ça, d'un coup, il n'y a plus rien. » Bah oui, d'un coup, il n'y a plus rien. Mais l'attaquant, il était là depuis longtemps, en fait. Parce qu'une fois qu'il est rentré, il cherche à comprendre où il est. Parce que l'attaquant, il rentre partout où il peut rentrer. Hein. Donc pour lui, Internet, c'est une suite d'adresses IP, c'est une suite de sites Internet. Il fait un peu de ciblage, mais pas toujours. Il cherche à rentrer, et puis des fois, une fois qu'il est rentré, bah, il tombe sur le PC du dirigeant, du comptable, de la RH, du secrétariat. Il ne sait pas trop. Il rentre là où quelqu'un a cliqué ou là où c'était possible de rentrer. Et donc, il est là et il cherche à comprendre. Je suis sur quel poste de travail? Il parle avec qui? C'est quelle société? Parce qu'on ne va pas demander la même rançon quand on est dans un grand groupe que quand on est dans une petite PME de 20 personnes. Donc, il cherche à comprendre. Et donc, dans cette période-là, c'est là où le défenseur fait son travail. C'est là où le défenseur le repère. Il essaye d'être discret, mais on le repère parce qu'il a des mouvements. Il regarde des choses qu'il ne devrait pas regarder. Et là, on a une chance de le repérer. Et donc, il navigue un peu comme ça. Il repère les données. Et pourquoi il repère les données? Parce qu'il va les piquer, les données. Et une fois qu'il les a prises, il peut les revendre. Et donc ça, un attaquant, son but ultime dans la cyberattaque, c'est de gagner de l'argent. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour gagner de l'argent le plus facilement possible. Donc il repère les données et il les exfiltre. Il y a beaucoup de PME qui se font attaquer qui ne le savent pas. C'est des gens qui viennent les voir après en disant « Je ne comprends pas mes données, elles viennent de chez vous, elles sont sur Internet. » Et donc ils se rendent compte comme ça que l'attaquant est rentré, a piqué les données et est reparti. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour une PME parce que du coup, c'est très déstabilisant en termes de réputation, en termes de lien avec le client, etc. Donc il y a des attaquants qui font ça, et puis il y a des attaquants, une fois qu'ils ont piqué les données, eh ben, ils font ce que je disais tout à l'heure, ils les rendent inaccessibles, ils les chiffrent et ils demandent une rançon. Et que faire dans ces cas-là? Alors, on ne paye pas la rançon, déjà, parce que quand on paye la rançon, on alimente la cybercriminalité. Donc, c'est de l'escroquerie, donc il ne faut pas alimenter ça, même si c'est très tentant. Mais pourquoi il ne faut pas? Parce que quand vous avez payé, vous n'êtes pas sûr de retrouver vos données, parce que ça reste des criminels en face. Hein. Donc, s'ils n'ont pas envie de vous rendre les informations qui permettent de retrouver les données, ils ne vous les donneront pas. Et puis surtout, vous êtes catalogué dans les gens qui payent. Et donc, il y a beaucoup de PME, en fait, qui se font attaquer. Oui, je dis ça parce qu'il y a plein de PME qui payent la rançon, qui, par chance, récupèrent leurs données sur le moment, mais qui sont effectivement tentés. Parce que quand c'est des petites PME, ils ne demandent pas des montants si astronomiques et c'est plutôt, on en fait le plus possible avec plein de petits montants. Et finalement, les gens disent, le temps que je vais perdre à aller les récupérer, ce que ça va me coûter, mais ça va être forcément un montant et un temps beaucoup plus important que si je paye directement la rançon qui m'est demandée. Exactement. Donc, il y a beaucoup de PME qui ont ce réflexe-là, qui peut être naturel, qui payent la rançon, qui récupèrent leurs données, qui passent à autre chose, donc qui oublient la cybersécurité. Et puis 2 mois après, qui voit revenir l'attaquant, qui dit « Au fait, me revoilà, ce sera le double de la rançon. » Voilà. Et là, vous rentrez dans une spirale qui n'est pas possible. Donc, l'attaque, dans le pire cas, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur de prise de conscience qu'il faut faire quelque chose. Donc, l'attaque, elle est traumatisante. On peut faire témoigner des PME qui se sont fait attaquer. C'est vraiment traumatisant pour tout le monde parce qu'il faut gérer le psychologique, il faut gérer l'impact sur les clients, il faut gérer l'impact sur l'activité. C'est vraiment traumatisant. Mais on s'en sort, on peut s'en sortir, il faut bien se faire accompagner. Et au-delà de la crise, il faut sécuriser. Et le mieux, c'est évidemment de se sécuriser avant le drame et donc de prendre ça en compte avant de se faire attaquer. Sinon, c'est comme si vous rouliez en voiture sans assurance, sans mettre la ceinture et un petit peu bourré. Il y a un moment, il va y avoir un problème. Donc, on fait de la sécurité avant le drame. On se pose des questions à tête reposée sur qu'est-ce qu'il faut faire. C'est accessible
Et ensuite, on peut dormir tranquille et s'occuper de ses autres problèmes quand on est dirigeant, parce qu'on en a plein d'autres. Alors là, on parle des problèmes qui viennent de l'extérieur, des attaques, mais est-ce qu'il y a un moyen aussi de se protéger de l'intérieur? Ça peut arriver qu'il y ait une brebis galeuse et qui soit employée dans notre entreprise, qui prenne ces données, qui les délivre. Est-ce que là aussi, vous pouvez accompagner les dirigeants à protéger leurs données, même de certains salariés qui seraient mal intentionnés? Bien sûr, il faut gérer des droits. Il faut gérer des droits d'accès aux données sensibles. Donc ça veut dire c'est un inventaire initial de quelles sont mes données, lesquelles sont sensibles, lesquelles ne le sont pas, qu'est-ce qui peut être partagé à toute l'entreprise, qu'est-ce qui doit rester confidentiel et accessible à certains. Sauvegarder avec, pas la sauvegarde accessible à tout le monde, évidemment, c'est sécuriser les sauvegardes, sécuriser les droits d'accès, sécuriser les postes de travail pour aller vérifier que n'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Ça, c'est totalement Et d'avoir possible. une traçabilité des actions. On l'a vu récemment avec celle qui était la responsable, la trésorière de Kiabi, qui a détourné énormément d'argent. On se demande comment c'est possible dans une entreprise comme ça. Est-ce que demain, vous pouvez, et même aujourd'hui, vous pouvez protéger ça, en tout cas, même s'il y a une intention, qu'il y ait une alerte et qu'on puisse alerter certaines personnes dans l'entreprise? Alors là, ça va au-delà de la cybersécurité sur ce cas particulier, parce qu'évidemment, il doit y avoir des process de contrôle comptable qui auraient dû être mis en place, il me semble. Je ne connais pas du tout le dossier, mais il me semble. Mais effectivement, au-delà de ça, la cybersécurité peut permettre de mettre des droits sur des actions possibles ou pas pour certaines personnes dans l'entreprise. C'est des sujets que vous abordez, même si ce n'est pas votre spécialité, avec les différentes PME. Elles vous posent ces questions-là? Tout à fait. Et c'est vrai que c'est aussi un parti pris dans nos solutions. On n'en a peut-être pas parlé, mais tu parlais, Gwenaëlle, de la conservation, par exemple. Dans nos solutions, que ce soit, je reprends la facture, le recommandé, le vote, etc., toutes nos solutions, les données, les documents, les fichiers sont conservés sur ce qu'on appelle de l'archivage probatoire, enfin, en tout cas des systèmes de conservation sécurisés et pas du simple stockage, etc. Donc ça, déjà, c'est important. Vous parliez aussi de traçabilité. Donc effectivement, dans beaucoup de nos solutions, il y a de l'horodatage. Donc tout ça va nous permettre d'aller tracer finement qui a fait quoi. Les solutions intègrent aussi, comme disait Gwenaëlle, de la gestion des droits. Donc vous équipez votre entreprise d'une solution de démat fiscale, on va pouvoir paramétrer qui va pouvoir accéder à cette solution et pourquoi faire. Donc il y a celui qui va pouvoir tout faire, administrer, rajouter des utilisateurs dans l'entreprise. Il y a des utilisateurs qui vont seulement pouvoir consulter les factures qui ont pu être envoyées. Il y en a d'autres qui vont pouvoir émettre des factures. Il y en a d'autres qui vont pouvoir les télécharger. Donc dans chacune de nos solutions, effectivement, il y a aussi un système de gestion de droits, de traçabilité, de suivi, de conservation, d'identification aussi. Il y a aussi ce point-là qui est important dans les solutions de confiance, c'est comment on accède à la solution, comment on s'identifie, avec quel système. Donc c'est tout ça qui effectivement est intégré dans chacune des solutions. Et il faut avoir ces choses-là en tête quand on choisit effectivement de s'équiper de solutions. Et à chaque fois, et on en parlait tout à l'heure, le but, c'est de simplifier un maximum. Oui. Donc après, pour utiliser ces outils, pour les personnes qui vont les gérer au sein de l'entreprise, il y a une formation où c'est tellement simple et intuitif qu'à qu'à priori... Il n'y a pas vraiment besoin de formation parce que c'est très simple et très intuitif. Donc on a bien sûr des petites vidéos, des petits tutos, etc. Là où on va éventuellement passer du temps plus avec les clients, mais c'est sur des clients qui vont commencer à être un peu plus importants, où par exemple il va y avoir beaucoup d'utilisateurs dans plein de services différents, donc on va mettre en place des choses pour les animer. On fait beaucoup de webinaires, en fait. Donc, il y a des webinaires, ça dure 20, 25 minutes, 30 minutes. Et puis, du coup, les clients, ils ont une démo, une explication, comment on utilise la solution, une démonstration. Des fois, les clients nous appellent, à chaque fois, on les accompagne pour un premier envoi, voilà, s'il y a un petit peu d'inquiétude. Mais en tout cas, effectivement, tout est fait pour que ce soit très facile, très ergonomique. Donc, on travaille beaucoup le design. On a une équipe chez DocaPost qui s'appelle Pollux, qui est une équipe qui ne fait que ça, de l'UX, de l'UI, du design, de l'expérience utilisateur, pour que ce soit facile. Alors, vous disiez, le client nous appelle et on se dit, on parle de solutions numériques, on parle de cybersécurité. Oui. Et à un moment, on se dit, très bien, on a adopté toutes ces solutions. Si à un moment, on a un questionnement, ça ne marche pas, ça bloque, oui. Est-ce qu'on a un humain en face de nous qui va nous répondre, ou est-ce que ça va être un énième chatbot qui ne comprend rien à notre demande? Et là, on va perdre le temps qu'on a gagné en adoptant votre solution. Donc ça aussi, ça nous différencie, pour répondre à votre question de tout à l'heure, Laura, sur nos concurrents, c'est qu'on a un service client sur chacune de ces solutions. Service client qui est opéré en France, dans nos locaux, pour la plupart à notre siège à Ivry-sur-Seine.
Et donc, effectivement, nos clients qui utilisent nos solutions, si ils savent plus, ils ont un doute, ils retrouvent plus, ils nous appellent. On a des services clients 5 jours sur 7 à minima, pour certains même 6 jours sur 7. Et on va dépanner notre client, on va lui indiquer la marche à suivre, on va lui remettre les éléments qu'il aurait perdu de vue en main. Nous avons systématiquement un service client avec des équipes qui sont en France. Et c'est la même chose, Gwenaëlle, dans vos services, puisque comme vous faites appel à des solutions externes, c'est aussi vous qui gérez l'interface avec le client et il y a des personnes humaines qui peuvent répondre à nos questions. Exactement, c'est ça notre promesse. C'est-à-dire que, encore une fois, la complexité du nombre d'acteurs, on la masque complètement. On est l'interface unique pour le client, donc on fait le support. Et c'est à nous de comprendre votre question et de comprendre sur quelle solution de notre pack cyber ça concerne, pour être capable de vous apporter la solution avec des vrais humains en France, à Paris, qui répondent à la question par téléphone. Et pour conclure, j'ai envie de vous demander, quels sont les objectifs dans les années à venir au-delà des innovations que vous allez mettre en place? En tout cas pour DocaPost et pour la lettre recommandée. Alors, pour la lettre recommandée, ça va être de la rendre accessible aussi aux particuliers. En fait, aujourd'hui, nos clients, ce sont des entreprises ou du secteur public, enfin privé ou public, qui, pour le coup, s'adressent soit à d'autres entreprises, soit à des particuliers. Donc, en tant que particulier, en tant que citoyen, il faut savoir qu'un Français sur 4 a déjà reçu une AR24. Donc, logiquement, dans cette salle, quelqu'un a au moins déjà reçu, enfin, quelqu'un plus que quelqu'un, mais déjà un recommandé AR24, si les statistiques sont représentées dans cette salle. Par contre, pour émettre le recommandé, pour le particulier, c'est encore assez complexe. Il n'ose pas forcément sauter le pas. Donc là, on travaille avec notre maison mère, La Poste, pour effectivement pouvoir, à un moment donné, le rendre accessible dans le site laposte.fr, où déjà, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, vous pouvez envoyer vos recommandés en ligne. Ils vont être réimprimés par une autre business unit qui s'appelle Meleva, réimprimés et remis dans le circuit postal et distribués par le facteur. Donc, c'est déjà très pratique. Et donc, effectivement, l'étape d'après pour les particuliers, ça va être de pouvoir envoyer les recommandés 100% électroniques. Ça sera une innovation importante pour les particuliers. Pour les entreprises, notre enjeu, c'est petit à petit aussi cette offre qui est assez généraliste. On a une offre de recommandés. On a développé une verticale sur le secteur de l'immobilier parce qu'il y a des caractéristiques légales, je vous parlais tout à l'heure du réglementaire particulière. Donc, pour les syndics, on a une offre verticale. Et notre enjeu, ça va être effectivement petit à petit aussi d'apporter de la valeur en ayant des offres beaucoup plus verticalisées et qu'au-delà de l'envoi du recommandé qui, lui, est standard, un assureur il puisse retrouver l'annuaire des assureurs pour gagner du temps pour faire ses envois. Quelqu'un qui est dans l'industrie va avoir des problématiques particulières sur de la gestion des stocks ou des choses comme ça. Voilà. Donc, travailler sur des verticales et faire en sorte que l'offre elle soit encore plus adaptée aux besoins de chacun. Gwenaëlle, de votre côté, les grandes lignes de demain? Alors pour nous, ça va être de compléter l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une offre qui est sortie, on commercialise depuis le mois de mars, et qui correspond à la sécurisation normale d'un système d'information bureautique, on va dire. Et bien, petit à petit, on va enrichir cette offre-là avec tout ce dont on peut avoir besoin, avec des solutions cyber plus avancées, plus spécifiques à un type de réseau, plus spécifiques à un type d'activité, plus spécifiques à un secteur d'activité. Donc on va enrichir avec tout ça au fur et à mesure en fonction des besoins de nos clients qui seront exprimés et puis des évolutions technologiques qui vont venir. Donc nous, notre enjeu, c'est de continuer la simplicité à fond, c'est-à-dire que vu du client, c'est extrêmement simple, tout en gérant cette complexité qui est derrière, complexité technique, complexité du nombre d'acteurs, complexité de la technologie, de la thématique cybersécurité, mais que cette complexité n'apparaisse jamais et reste toujours extrêmement simple vu du client. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Là, on vous entend. S'il faut, je répéterai votre question.
Alors la question, c'est effectivement de savoir si, en plus de solutions de sécurisation, on propose des assurances qui permettent de garantir aux clients que tout ira bien quoi qu'il arrive. Et donc oui, on a des partenariats assurantiels pour permettre à nos clients qui utilisent le pack cyber d'être éligibles à l'assurance cyber et en plus d'avoir une ristourne sur la prime d'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 9 PME sur 10 ne sont pas éligibles à l'assurance cyber. Simplement parce que ces PME-là n'ont pas fait le minimum nécessaire pour réussir, du point de vue de l'assurance, à avoir un risque acceptable pour un assureur. Donc, souscrire à un pack cyber, c'est faire ce qu'il faut pour déjà être éligible, c'est le minimum, et pour en faire suffisamment pour qu'en plus la prime d'assurance soit limitée. Effectivement, la prime d'assurance ensuite prend en compte les pertes financières, les pertes d'activité et la remise en service. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde maintenant va souscrire à l'offre cyber de La Poste? Personne ne répond? Non? Ben, j'espère quand même qu'on vous a convaincu. En tout cas, moi, je suis convaincue. Camille Petot, merci infiniment. Gwenaëlle Martinet également. Et puis, je pense que si vous avez des questions plus personnelles, n'hésitez pas à venir les rencontrer à la sortie de cette conférence. Merci à tous et bon big et vive le progrès. Merci.